commencer cette webconférence. Je vous remercie pour votre présence. Aujourd'hui, je reçois Virginie Servaes. Virginie, bonjour. Bonjour Estelle. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Tu es coach vocal, surtout révélatrice de voix. Alors, on peut l'entendre avec le X ou avec le E finalement parce que c'est très lié. Également auteur d'un très beau livre qui comporte aussi de nombreux exercices qui s'adressent autant aux personnes qui ont envie de travailler leur voix qu'aux personnes qui s'adressent au public dans leur travail, dans leurs activités même associatives, qu'à tous ceux qui souhaitent retrouver confiance en eux et peut-être encore d'autres applications qu'on va découvrir au cours de cette entrevue. Tout à fait. C'est un livre qui est paru aux éditions Erol qui s'appelle donc Trouver sa voie et faire son chemin. Alors, on va voir ce soir que la voix est très liée à la voix. Et si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous parles peut-être de ton parcours pour savoir qu'est-ce qui t'a mené sur cette voie, justement. Oh là. Donc je vais essayer d'être très brève parce que j'ai tendance à être bavarde, surtout pour raconter l'histoire, mais j'ai envie de dire tellement de voies m'ont mené sur ce chemin. La toute première est la passion pour la voix, le chant. C'est vrai qu'au départ, en fait, je voulais être une chanteuse lyrique. Mais le cheminement a fait que ça a pris plus de temps que prévu. Et puis, en même temps, j'étais très intéressée par tout ce qui touche l'humain, tout ce qui touche l'âme, même, j'oserais dire. Je voulais même être astrophysicienne, donc j'avais une grande passion et la tête dans les étoiles. Donc, le tout mêlé a fait que, à un moment donné, mon parcours avorté de chanteuse à cette époque, très jeune, je me suis rendu compte que c'était un milieu qui était difficile, ou en tout cas, lorsqu'on souhaite cheminer tranquillement, ce n'est pas possible. Et je faisais des études de psycho en parallèle. Et puis, il s'est trouvé que sur mon chemin, il y a eu la possibilité d'associer ces deux voies qui étaient de pouvoir accompagner des personnes par la voix, avec un regard, j'ai envie de dire, global, parce que global, sur tout ce que pouvait représenter la personne et comment surtout elle l'exprimait. Ça, c'était ce qui m'intéressait. Et donc moi-même, il faut savoir que je suis passée par là, bien évidemment. J'ai expérimenté pour moi le plaisir de chanter, de découvrir que au travers des outils du chant, on se révèle énormément. Je me suis apaisée aussi sur beaucoup de choses. Je me suis révélée dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, mais autrement enfin, avec ces outils-là en tout cas. Donc je ne sais pas si c'est très clair, parce que j'essaie d'être assez succincte sur le parcours, parce qu'il y aurait tellement à dire, Estelle. Je crois que ce sera un jour l'objet d'un livre de mon histoire. Mais en gros, c'est ça. Ça a été différentes voies qui ont fait que je n'en ai fait qu'une, en fait. Et qu'aujourd'hui, tu partages la richesse de ton parcours avec nous et avec plein d'autres. Alors, autant avec les entreprises que les particuliers. Oui. La palette, en fait, est large parce que, comme le titre du livre l'indique, trouver sa voie et faire son chemin, c'est vraiment pour tout le monde, que l'on soit, comme je l'exprime d'ailleurs, que l'on soit femme au foyer, étudiant, cadre dirigeant, que ce soit à titre personnel, en termes de recherche, de développement, que ce soit juste pour le ludique. Travailler sa voix, je dirais que presque est ouvert à tout, et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Utiliser sa voix, des fois, pour certains, c'est plus que d'autres. Ça va en être un métier. Et j'aime, en tout cas moi, ce choix, le choix de pouvoir l'offrir à une large palette de personnes. Ouais. Alors, la voix révèle-t-elle nos fragilités? Et finalement, les fragilités, est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour notre voix? Alors, dans la première partie, la voix révèle nos fragilités. Je vais répondre que oui.
Mais parce que la voix, c'est nous. C'est vrai que ça semble paradoxal d'avoir moi, je le répète en permanence dans toutes les interventions que je fais. Je suis toujours étonnée que pour les gens, effectivement, ça d'un coup, ils se disent ah mais oui, c'est vrai, c'est nous la voix. On en fait toujours quelque chose à part alors que c'est nous. Donc forcément, puisque c'est nous, elle va toujours révéler ce que l'on vit dans l'instant présent, ce que l'on vit émotionnellement, que ce soit joyeux, que ce soit un passage difficile, que ce soit voilà. Donc en termes de fragilité, nos réactivités par rapport à ce que l'on vit, la voix va être révélatrice de ça. Des fois, elle n'est même pas audible. La posture va l'être aussi, et il faut savoir que la posture révèle la voix aussi. Donc tout participe à faire une voix, et à partir du moment où on prend conscience de ça, bien évidemment, je vais dire, si je fais un raccourci, je vais répondre que oui, Estelle, la voix, enfin, nos fragilités s'entendent vraiment et peuvent être détectées dans notre voix. Quant à la deuxième, donc je dirais que oui, pour répondre, pour laisser la place à plein d'autres questions, mais de façon succincte, il faut déjà retenir que la voix, c'est vous. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous exprimiez, c'est vous, en permanence. Et puis, dans un deuxième temps, mais je rentrerai après plus dans le détail, et dans un deuxième, pour répondre dans la deuxième partie de la question, est-ce que, alors attends, tu m'as demandé si, ah oui, si c'était Les un, fragilités, finalement, oui, sont une force ou une faiblesse pour la voix, parce que est-ce qu'on pourrait voir ça comme une force sous un certain angle, dans ah, certains cas? totalement. Bon, pour moi, c'est une force. Le fait que des fois notre voix, par son inflexion, par le fait qu'elle se coupe, par des hésitations, par le trouble qui va être détecté à l'extérieur, je trouve que la fragilité d'une voix, d'abord c'est ce qui va toucher. Il ne faut pas oublier non plus qu'une voix, ce sont des ondes, hein, c'est ça qui nous touche au départ. Avant même les mots, avant même le sens, ce sont ces ondes portées, ce sont ces vibrations qui viennent nous toucher, nous entourer. Et donc, de fait, d'entendre une fragilité dans une voix, enfin, moi, je sais que par exemple, ça va m'émouvoir, ça va me faire sourire, tout dépend de ce qui en est traduit. Et en ça, c'est une force. C'est une vraie force parce que je pense que, d'autant plus quand on l'assume, et je ne le vois pas comme une faiblesse. Je ne le vois pas comme une faiblesse. Ou en tout cas, si afficher par ce biais une faiblesse, elle peut très vite devenir une force. Si je suis claire, hein. Dis-moi si je suis claire, parce que des fois, je m'embarque dans mes réflexions aussi. Ça me paraît bien clair. Alors, notre voix ne serait pas la même en fonction des émotions qu'on vit. Disons que non pas elle n'est pas la même, mais elle va être, elle va, elle, par rapport à une émotion. Alors tiens, je vais prendre une émotion de joie par exemple. Souvent, j'ai noté que dans une émotion de joie, on aurait tendance à aller mettre peut-être un petit peu plus d'aigu, de pétillement, une rencontre amoureuse. Et je prends cet exemple parce que c'est souvent des fois le cas, un petit peu comme ça. Voilà, voilà, c'est joyeux. Et puis, si on traverse, donc du coup, oui, ça reste notre voix, mais avec qui aura pris, enfin, qui aura montré une autre de ses couleurs. Et puis, si on va vivre quelque chose de plus grave, de plus, d'ailleurs, tu vois, des fois même au téléphone, on peut te dire, oh là là, mais ça n'a pas l'air d'aller, je l'entends à ta voix. Je pense que c'est déjà arrivé, et parce que d'un coup, on va être plus dans le grave, et c'est vrai que ça va être posé, ou presque on va déglutir de façon plus régulière, ou voilà. Et tout ça s'entend en fait. Et du coup, ouais, non, pour moi, ça fait partie de nous. C'est pas que ça change. On a une palette de voix aussi. Et d'ailleurs, tout de suite, je me permets d'ajouter, pourquoi je parle de palette de voix, je parle d'étendue de voix. Une voix, c'est fait de graves et d'aigus. Donc, nous avons tous des graves et des aigus, et c'est le mélange des deux qui va vraiment donner cette particularité et notre singularité, parce que chaque voix est unique, c'est une réalité. Donc, voilà. Et de fait, à partir du moment là aussi, on prend conscience de ça, nous avons des graves et des aigus. Alors, c'est vrai que chez les hommes, ils sont normalement dotés de plus de graves au départ que nous les femmes, et nous de plus d'aigus. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, on travaille des vocalises, on travaille tout aussi bien médium aigu que médium grave. Une soprano va travailler ses graves parce que ce sont les graves qui vont lui permettre de s'élever
et d'élever sa voix vers le haut. Je prends toujours cet exemple du perchiste. Je plante ma perche au sol et je peux m'élever, je peux m'élancer dans l'air. Une soprane, c'est vraiment ce qui va se passer. Ce sont ces graves qui vont donner de l'assise et de l'envolée à ces aigus, et vice-versa pour les hommes, par exemple, hein, en termes de voix chantée. Mais de fait, donc quand on rassemble tout ça, et je ramène ça à la voix parlée, il faut savoir qu'à partir de notre médium voix, nous avons autour de ça, en fonction des émotions qu'on traverse, eh ben, effectivement, un petit changement qui peut s'entendre, mais tout en restant la nôtre. Donc, je reprends notre petit exemple. Ah non, là, je suis hyper contente, et puis, oh, non, là, toi, tu sais pas, là, je fais quelque chose, si tu savais ce qui m'arrive. Voilà. En tant que coach vocal, on c'est trop parlant. Alors justement, en parlant d'acteurs, d'actrices, il y aurait des personnalités de voix. C'est quoi la personnalité d'une voix? Alors moi, ce que j'appelle, personnalité de voix ou ce que des fois je nomme personnalité vocale. C'est personnalité vocale en fait. C'est peut-être moi qui ai un peu déformé le terme que tu emploies. Non, mais c'est très très joli. Non, tu n'as pas déformé parce que j'aime bien aussi quand les gens se réapproprient et puis de fait, tu vois, personnalité de voix, je trouve ça très beau. Donc merci Estelle. Mais oui, alors qu'est-ce que j'appelle une personnalité vocale? C'est on a tous une personnalité vocale. Et pour moi, c'est quand elle est ça veut dire que si je devais définir, c'est quand on est en adéquation totale avec sa voix. J'ai un atelier qui s'appelle Une voix et un corps en accord, par exemple. C'est vraiment, déjà, ça parle tout seul. Hein. Souvent, tu vas voir quelqu'un physiquement qui a une conférence. Et tu te dis, là, je parle pour moi, combien de fois je me suis dit, waouh, super, vu ce que dégage cette personne, je vais me régaler, j'ai hâte de l'entendre. Et puis, quelquefois, ça s'est révélé être effectivement vrai. J'étais emballée entre ce que j'entendais, ce que je pouvais voir, de ce que générait cette personne en termes d'énergie, plein de choses. Et puis, il y a eu des moments, il y a eu des fois où les personnes semblaient générer quelque chose de très fort, mais où la voix, il me manquait quelque chose, en tout cas, trahissait peut-être soit un manque d'assurance, un trac. Mais c'est pas que. Il y avait quelque chose que je sentais pas en adéquation avec ça. Et c'est à partir de là où moi j'ai fait beaucoup de recherches sur ce que devait dégager une personne, et j'ai associé les deux. Donc une personnalité vocale, c'est vraiment chacun a sa personnalité vocale à développer, quand je dis être en accord avec sa voix, c'est quand on est bien avec sa voix, on est bien avec sa résonance, on est bien avec sa vibration, on est bien avec ce que l'on exprime, c'est encore autre chose, mais tout ça va se vérifier, va se voir. Et forcément, on va dégager un trait de nous au travers de la voix qui va effectivement déterminer une personnalité. Donc, personnalité vocale, oui, la voix peut être englobée dans une personnalité, ou une personnalité peut être uniquement vocale. En fait, souvent je fais des... Voilà, Et alors, quand on travaille, par exemple, notre posture ou l'apparence, par exemple, hein, admettons, on s'adresse à un public, on va faire très attention à notre look, à notre posture, etc., aux gestes, parce qu'il y a la PNL, enfin voilà, on peut prendre plein d'autres choses en considération, mais la voix peut complètement nous trahir, d'après l'exemple dont tu nous parles. Complètement. C'est... tiens, travaille un seul des pôles, en fait, de notre être. Oui. C'est pas une unité. Alors, on a beau être bien préparé, des fois, hein, ou même être des professionnels de la voix, donc c'est-à-dire avoir pas mal de techniques pour intervenir à l'oral, etc. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard que jeudi dernier. J'ai compris seulement, je crois, avant-hier pourquoi, mais c'est vrai que d'un coup, je me trouvais face à un public de pairs, beaucoup de journalistes, voilà, dans le monde des médias, où en plus j'étais là pour parler de l'importance de l'entretien de sa voix. Et puis, est-ce le fait qu'il y ait que ce soit j'étais face à des pairs ou pas, peu importe en termes émotionnels, mais en tout cas, je sais que je l'ai senti dès le départ, alors que je m'étais préparée, il y avait une petite répétition auparavant qui s'était déroulée impeccablement. Mais au moment d'intervenir, donc moi je l'ai ressenti comme ça, pas forcément le public, mais
justement, je déglutissais beaucoup, ce que je fais pas. J'avais l'impression d'hésiter. Des fois, j'avais l'impression de me perdre dans ce que je leur exprimais. Et alors que, donc du coup là j'en ai fait un jeu parce qu'effectivement c'est mon job, mais du coup de leur dire avec sourire que j'avais été annoncée comme la guest des coach vocal pour leur parler effectivement de la voix, et ils me voyaient en direct en train de effectivement soit je bafouillais pas, mais bon d'avoir plein de petits soucis, ça manquait de fluidité, etc. Donc j'ai utilisé ça en leur disant voilà, que ça pouvait arriver même quand on était professionnel de la voix et comment on pouvait rattraper effectivement après ce que j'ai su très bien faire. Mais de fait, là pour en revenir, même si je lis tout avec ce que tu as dit depuis le départ, il suffit un jour, même bien préparé, d'arriver sur une scène, prendre la parole comme tu le fais là aujourd'hui, et d'avoir quand même, juste avant de commencer ou quelques heures auparavant, eu une annonce qui t'est contrariée, qui t'est souciée. C'est souvent celles-ci qui sont plus influentes forcément que celles qui te rendent joyeuse. Celles qui te rendent joyeuse peuvent te faire un peu oublier les mots, mais voilà, quelque chose qui peut être impactant émotionnellement, même si tu es bien préparé, peut à un moment donné se ressentir totalement face à un public, et lorsque tu vas prendre ta parole. Et de fait, c'est vrai, c'est ce qui peut faire, ça semblait un peu bizarre, mais bon, j'assume ça de dire ça, mais un peu on a l'impression qu'on est même désincarné de sa voix, et que du coup, c'est ce qui fait que le corps et la voix ne suivent pas. Donc ça, c'est quand ça peut arriver ponctuellement à des personnes qui ont l'habitude de parler, etc. Quant à celles qui arrivent qui prennent la parole même dans le cadre professionnel, autour d'une table ronde, avec leur père pour présenter un projet, dans leur job, quoi. Des fois, il leur arrive aussi bon, déjà, c'est compliqué de prendre la parole pour certains. C'est pas donné à tout le monde. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est de se mettre en avant, d'oser être soi, et de fait, même là. Pardon, ce n'est pas la même chose finalement, c'est complètement dissocié d'avoir une voix de qualité. C'est-à-dire quelqu'un peut très bien avoir une très jolie voix, même avoir des talents de chanteur ou de chanteuse, mais de ne pas réussir du tout à l'exprimer, c'est ça. Complètement. Il y C'est la a, moi, mise en situation qui impacte en fait. c'est ça. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que je dirais que il est important, en tout cas pour moi aujourd'hui, mais pas uniquement en passant par un travail avec quelqu'un, avec une coach vocale forcément, mais de s'interroger sur qu'est-ce que j'ose réellement exprimer de moi. Tu prends le cas des chanteurs et des artistes, il y a des gens fabuleux où effectivement, tu vois, je vais encore parler d'incarnation. Il faut véritablement cette association de la voix, du corps. Presque, j'ai mon superviseur qui me dit souvent la voix se fait chair, et c'est vrai, la voix doit se faire chair en vibration, parce que tout travaille avec la voix, tout fait la voix. Le squelette va faire la voix, la vibration va passer dessus, la chair, tous les organes servent à faire une voix. Et de fait, c'est pour ça quand je dis qu'il faut être vraiment, on parlait de la personnalité vocale, c'est être vraiment en harmonie entre les deux, entre sa personnalité, ce qu'on dégage et ce qu'on exprime, mais à tout moment. Et donc pour les chanteurs, c'est encore presque, je dirais, que le pas il est encore plus difficile parce que effectivement une voix chantée, on ne chante pas tout le temps dans notre vie pour communiquer. Et encore, quoique. Mais ça demande en plus une toute autre technique. Il y a une technique supplémentaire que l'on doit mettre pour projeter une voix, chanter dans la musicalité, en très peu de temps. En plus, on doit traduire de l'émotion. Et en même temps, si on est sur scène, comment avoir cette présence aussi sur scène, parce que c'est un tout du coup qui doit jaillir. Et c'est vraiment pour ça, là aussi, je parle d'incarner cette voix, incarner la voix que l'on est, et pas chercher à cloner, pas chercher à ressembler à, pas imiter, enfin je sais pas, j'ai l'impression d'égarer un petit peu là, mais enfin d'aller un peu plus loin, mais c'est ça, c'est ça. Tu parles dans ton livre que tout commence avec le plaisir, c'est-à-dire que plutôt que de rechercher l'intensité quand on veut réussir une prise de parole, que ce soit pour chanter ou pour parler, Oui. tu parles de la notion de plaisir. Est-ce que c'est lié à l'entraînement ou l'exercice le jour J en fait? Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
En fait, tout est au commencement. Dès qu'on sait. Alors, si je prends le cas d'un artiste, il sait qu'il va monter sur scène. Je sais pas, on lui dit, bah voilà, soit il part en tournée, ou même soit il a une seule scène, et d'un coup on lui dit, voilà, tu as une date. Il faut te préparer à chanter, etc. Ok. À partir du moment où il a la joie d'apprendre qu'il a été retenu à un festival, ou même pour faire juste une scène, donc, et qu'il va répéter au moment de ses répétitions, déjà au moment je le souhaite, enfin je l'espère pour plein de gens, mais je me dis que déjà il y a la notion du plaisir de se dire super, je vais avoir l'occasion et l'opportunité de partager mes morceaux avec un public. Et puis après, au-delà de ça, je pense que parce que c'est déjà s'en nourrir et en se préparant effectivement, alors, même effectivement pour une prise de parole en public, c'est se délecter d'avance surtout quand son intention est claire, c'est-à-dire pourquoi j'y vais, pourquoi je monte sur scène, pourquoi je vais aller donner ça, qu'est-ce que j'ai envie de donner déjà. Quand ça c'est bien défini, après c'est de le ramener aussi à soi. Mais moi mon plaisir, là où est-ce que je le prends, qu'est-ce qui va, parce que ça va être bon, parce que ça va être de l'échange, parce que je suis content d'exprimer ou de toucher des gens peut-être avec ce que j'ai écrit, avec ce que je chante. Au niveau d'un tribun, ça va être voilà, j'ai des choses à déclamer, un dirigeant, j'ai une feuille de route à présenter, et je sais que là mon équipe, si elle me fait confiance, elle va avoir envie de me suivre. Donc quand son intention est claire, je dis toujours qu'effectivement il est intéressant dès le départ de travailler le plaisir que ça va être pour soi. Donc bien sûr à condition que le message que l'on va véhiculer soit quand même joyeux et une belle intention. Si c'est pour apprendre une mauvaise nouvelle, on va pas le travailler de la même façon, c'est clair. Mais dans la mesure du possible, c'est avant tout être heureux d'être là. Je vais être heureux, je vais être heureux d'y aller, je vais être heureux de passer un message. Et le jour J, alors là complètement. Je crois que c'est la chose qui est la. Je dis souvent que oui, c'est même le premier pas. Avant même qu'on aille prendre la parole ou qu'on aille prendre le micro pour chanter, par exemple, c'est juste cette seconde savoureuse avec soi de dire mais je suis tellement content d'être là. Je suis content de passer le message, voilà. L'intention est primordiale. Je crois, enfin, ça me semble même d'une évidence qu'à partir du moment où on doit produire quelque chose, et d'autant plus le porter à un public, quelle que soit sa taille et quel que soit le domaine, à partir du moment où l'intention est claire du pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on souhaite au travers de ça, qu'est-ce qu'on a envie qu'ils retiennent, qu'est-ce qui serait bien s'il y avait qu'une seule chose à l'issue d'un concert que le public dise, ce serait quoi, qu'est-ce qui serait bien qu'un dirigeant donc qui vient de présenter sa feuille de route se dise mais bon bah voilà, moi à l'issue c'est pareil, mes collaborateurs, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent de ce que j'ai présenté. Donc je sais pas s'il va dire mais moi j'aimerais qu'on me dise bon bah au moins c'est sûr que ça pose question, mais c'était très clair, c'est limpide. Je prends des exemples très très simples, mais quand notre intention est claire, c'est-à-dire notre intention personnelle, et après l'intention du pourquoi on le fait par rapport à un public, quand ça on sait répondre à ça au démarrage, moi je dis que tout est gagné. Parce que c'est ce qui va en plus nous permettre ça va être notre fil rouge en parallèle de ce que l'on présente en termes de substance. Je n'oublie pas pourquoi je suis là et quel est mon objectif en haut, quelque part, ou mon intention. Je préfère le terme intention. Ça permet à la fois de ne pas perdre le fil et d'ouvrir les portes. Il y a moins de blocage, c'est ça? Exactement. Il y a déjà une émission, quelque chose finalement. On émet déjà quelque chose et la voix suit alors. Ah, complètement. Ah bah alors ça, c'est très bien résumé, Estelle, c'est ça. Il y a déjà l'émission, il y a déjà le désir de quelque chose. Et à la limite, tout à l'heure, j'ai dit, sauf quand, bon, c'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est faux en soi aussi, parce que même quand on n'a pas une bonne nouvelle à annoncer, si on est clair avec notre intention, du pourquoi on va annoncer cette nouvelle, si on sait ce que cela peut être déclenché, mais notre intention, elle est que au moins le message passe au mieux, que je sais pas, les différentes intentions en exemple ne me viennent pas, mais ça pourrait être ça par exemple.
je souhaite en tout cas que le message passe au mieux. Certes qu'il va susciter des questions et que l'on puisse débattre intelligemment après. Voilà. Mais je me dois de passer ce message. À partir du moment où on est dans la transmission, c'est vrai que et donc c'est pour ça qu'en amont, à partir du moment où on va plancher sur ce que l'on va présenter ou répéter avec ses musiciens, si déjà là, comme tu dis, on émet déjà cette intention de désir, de plaisir, de transmission, de tout ce que tu veux, c'est déjà la porte s'ouvre. J'aime beaucoup les images que tu emploies, mais c'est ça, les portes s'ouvrent, bien sûr, et en plus, le public sera réceptif à ça.